nous continuons donc le cours de la nutrition humaine avec les besoins en minéraux, oligo-éléments et en eau. On va terminer avec les besoins en eau. Alors, d'abord les minéraux. C'est une vaste famille d'éléments inorganiques qu'on va trouver dans notre alimentation. On parle d'éléments inorganiques puisqu'ils ont une origine minérale, c'est-à-dire qu'ils proviennent du sol. On les trouve dans les végétaux puisque les végétaux sont capables d'assimiler ces minéraux à partir du sol. On a une vingtaine de matières minérales qui sont essentielles pour l'homme et qu'on peut subdiviser en deux catégories, les minéraux et les oligo-éléments, selon la quantité dont on a besoin. Ce qu'on appelle minéraux ou macro-éléments, on a un besoin qui est compté en grammes. Ils sont en nombre de 6. C'est le sodium, potassium, chlore, calcium, phosphore, magnésium. Et puis la deuxième catégorie, ce sont les oligo-éléments ou micro-éléments si vous voulez. Ils sont en nombre de 14 et le besoin il est plutôt en milligrammes, voire en microgrammes, c'est-à-dire en très petite quantité parfois. C'est le cas du fer, du zinc, du cuivre, du sélénium, de l'iode, du chrome, du manganèse, du molybdène, du fluor, de l'arsenic, du bore, du nickel, du silicium et du vanadium. On a un très faible. Alors dans ce tableau, on résume les fonctions de chaque minéral et oligo-élément. Je prends quelques exemples. Pour le sodium, vous savez qu'il intervient dans la fonction, dans l'activité électrique des nerfs et des muscles. Donc c'est le fonctionnement du système nerveux et des muscles. Le potassium, pareil, il intervient également dans l'activité électrique. Le calcium, c'est la fonction contractile essentiellement, et c'est un constituant du squelette. Si on prend le fer, c'est un constituant de l'hémoglobine. Le zinc, c'est un constituant des récepteurs nucléaires. C'est un antioxydant. L'iode, il fait partie de la structure des hormones thyroïdiennes, et ainsi de suite. Concernant le besoin, ce qui nous intéresse, c'est cette colonne-là. Pour certains, il n'y a pas d'ANC pour l'instant, on ne connaît pas le besoin exact, puisque le sodium et le potassium sont très fréquents dans tous les aliments. Pour le calcium, c'est entre 500 et 1200 mg par jour. Si on prend le fer, c'est entre 7 et 30 mg par jour. L'iode, c'est entre 80 et 200 microgrammes par jour. Alors, concernant le bénéfice pour la santé, le sélénium et le zinc, ils ont des propriétés antioxydantes. Ils diminuent les risques d'apparition de maladies chroniques comme les cancers, les maladies cardiovasculaires. Le sélénium en particulier serait protecteur vis-à-vis du cancer du poumon et le zinc, il est plutôt protecteur contre le vieillissement, les mécanismes de vieillissement. Le magnésium, il permet de prévenir les complications de l'infarctus du myocarde. Et puis le calcium, c'est un facteur de prévention de l'ostéoporose. Il réduit les risques d'hypertension artérielle et les risques de cancer du côlon et de la prostate. Le potassium, il a un effet bénéfique sur l'hypertension artérielle. Alors, il y a bien évidemment des risques de déficience, de manque. Par exemple, le manque de fer peut entraîner des problèmes d'anémie chez les femmes enceintes, chez les enfants, les adolescents. Un manque de calcium chez les enfants, les adolescents, il pose problème de croissance. Et puis, vous avez aussi des risques d'excès qui peut entraîner des toxicités. C'est le cas de l'arsenic, du nickel, du fluor et du chrome. Alors, quant aux besoins en apport hydrique,
Vous savez que l'eau constitue à peu près 60% de notre corps et nous avons un besoin quotidien en eau pour remplacer ce qu'on utilise quotidiennement. Alors, vous avez un besoin de base, environ 2500 millilitres, à raison de 30 à 35 millilitres par kilo par jour. Ça permet de remplacer donc les pertes au niveau de la diurèse, au niveau des urines. On perd environ 1 litre à 1 litre et demi. Tout ce qui part dans les sudations, les sueurs, et dans les perspirations aussi, dans la respiration, vous savez qu'on libère de l'eau, de la vapeur d'eau. On perd environ 500 à 1 litre par jour, 500 millilitres à 1 litre par jour. Et puis dans la fonction digestive, 100 millilitres. Et bien évidemment, les besoins vont augmenter avec la chaleur et le travail physique intense. Il peut y avoir des pertes pathologiques, par exemple en cas d'hémorragie. En cas de perte thermique, euh, il faut compter 300 millilitres par jour par degré au-dessus de 37 degrés. À chaque fois que la température externe augmente de 1 degré, on a besoin de 300 millilitres supplémentaires. Vous avez aussi des besoins au niveau digestif, respiratoire, cutané, urinaire. Donc, les apports hydriques habituels, l'eau endogène, puisque au niveau de la respiration mitochondriale, on produit de l'eau, on produit environ 300 millilitres par jour. L'eau des aliments environ 1 litre par jour. Et puis les boissons qu'on va prendre, environ 1 litre 300. Donc ça nous fait 2 litres 600 environ au total. Mais les apports, ça va être 2 litres 300. 1 litre dans les aliments et 1 litre 300 qu'on va prendre sous forme d'eau ou de boisson. Et parfois, c'est insuffisant chez le sujet âgé. Même cette quantité peut être insuffisante. Alors, je termine par les groupes alimentaires. Ce qu'on appelle les groupes alimentaires, c'est un classement des aliments selon leurs caractéristiques et leurs similitudes. Par exemple, on va parler des produits laitiers, on va parler des viandes qui contiennent surtout des protéines. On va parler des légumes, des fruits, etc. Ça, c'est des groupes alimentaires. Alors, quel est l'intérêt des groupes alimentaires? Ils permettent de transposer les ANC en repères de consommation. C'est-à-dire que lorsqu'on va conseiller à une personne qui ne connaît pas forcément les détails, on ne va pas lui parler en termes d'ANC, on va lui dire il faut prendre un produit laitier par jour, tant de fruits et légumes par jour, etc. Alors, ceci permet de faciliter l'identification des individus à risque de carence ou de déséquilibre alimentaire. Alors, grâce à la connaissance des principales caractéristiques nutritionnelles, on peut classer les aliments en termes de densité énergétique, c'est-à-dire combien ils contiennent en vitamines, en sels minéraux. La densité énergétique, c'est plutôt les calories. Et la densité nutritionnelle, c'est la quantité et le contenu en vitamines et oligo-éléments. Et puis la composition en macronutriments. Alors, l'activité physique, elle fait partie aussi des conseils nutritionnels qu'on va intégrer dans le tableau. Les repères concernent également la consommation de sel, puisqu'il y a un lien direct entre la consommation de sel et l'apparition de l'hypertension artérielle. Donc, il faut limiter la consommation de sel. Alors, voici les groupes alimentaires connus. Ce sont les fruits et légumes, les pains avec les céréales, pommes de terre, le lait et les produits laitiers, yaourt, fromage, les viandes, et bien évidemment, matières grasses, les sucres, les boissons, le sel et l'activité physique. Si vous prenez par exemple les produits laitiers, ils sont caractérisés par des protéines animales de bonne qualité biologique. Il faut en consommer 3 par jour. Et puis, il faut privilégier les fromages les plus riches en calcium et les moins gras et moins salés. Peu de sel et peu de graisse.
Si vous prenez les fruits et légumes, ils ont une faible densité énergétique, n'apportent pas beaucoup de calories, c'est très important, mais ils contiennent des glucides, des fibres, de l'eau. Ils ont une très bonne densité nutritionnelle en vitamines et en minéraux. Il faut en consommer au moins 5 par jour, sous forme crue ou cuit, nature ou préparé, frais, surgelé ou en conserve. Tout, tout est bon. Et donc, vous avez tous les détails concernant les groupes alimentaires. Ici, c'est un récapitulatif des macronutriments dont on a besoin, l'énergie, les protéines acides aminés indispensables, des lipides, des minéraux, des oligoéléments et des vitamines, ainsi que le rôle de chaque élément. Alors, pour terminer, je vous donne ce tableau récapitulatif. Alors, pour les protéines, on a besoin de 9 à 12% de l'apport énergétique total, les lipides 30 à 37, 33%, et puis les glucides de 50 à 55%. Concernant les protéines, l'ANC, c'est aux alentours de 0,83 g par kilo par jour de protéines. Et il faudrait que ça soit une partie animale et environ un tiers, et si possible les 2 tiers d'origine végétale pour limiter les apports en lipides. Concernant les lipides, il faut se limiter à 30-33%. Et là, c'est bien sûr séparé en différents types de lipides. 8 à 10% des acides gras saturés, 20% de lipides monoinsaturés et 3% d'acides gras polyinsaturés dans les oméga 6 et oméga 3. Alors vous avez bien sûr l'acide linoléique parmi les oméga 6 et l'acide alpha-linolénique parmi les oméga 3 qu'on va trouver dans l'huile de soja, colza et de noix, et puis l'acide linoléique qu'on va trouver dans l'huile de tournesol et de maïs. Il faut garder un rapport oméga 6 sur oméga 3 proche de 4 à 5. Concernant les glucides, il faut en prendre au minimum 180 grammes par jour. Les ANC, c'est 50 à 55%. Un cinquième de... Alors, concernant les fibres, on continue avec les fibres. Il faut prendre 25 à 30 grammes par jour, dans 10 à 15 grammes de fibres solubles. Pour les vitamines et les oligoéléments, je prends quelques-uns seulement. Calcium, 900 mg par jour. Le fer, 9 mg par jour. Les folates, environ, les folates, c'est l'acide folique ou B9, la vitamine B9. C'est 330 microgrammes par jour. La vitamine B12, 3 microgrammes par jour. La vitamine A, 800 microgrammes par jour. La E, 12 mg. La D, 5 microgrammes par jour. Si l'ensoleillement est satisfaisant, sinon il faut en prendre 10 microgrammes par jour. Et puis pour le fluor, 0,35 mg par jour. Voilà.